Et voilà, bonsoir. Tous mes voeux, en tout cas, pour la nouvelle année. Moi également. Euh, voilà. Donc, on est ravis avec Christophe aujourd'hui d'accueillir dans ce live Piero San Giorgio. Bonsoir, Piero. Bonsoir et bonne année à tous et à toutes. Ça me fait plaisir d'être invité. Eh ben, tout le plaisir est pour nous. Alors, pour te présenter, Piero, tu as travaillé pendant environ 20 ans dans l'industrie de la haute technologie. Ah oui, Tu as occupé des postes de responsable des marchés émergents dans les zones d'Europe de l'Est, du Moyen-Orient et d'Afrique. C'était dans l'informatique. exactement, dans les logiciels. Voilà. Donc, tu t'es fait connaître du grand public à partir de 2011 en tant qu'essayiste et conférencier spécialisé dans le survivalisme et l'autonomie. Oui, Voilà. Donc, tu te concentres en fait sur l'anticipation des risques systémiques, donc économiques, sanitaires et environnementaux principalement, et la mise en place de bases autonomes durables, les BAD. exact. Tes ouvrages sont essentiellement des manuels pratiques ou des réflexions sur la résilience. Donc en 2011, tu as écrit Survivre à l'effondrement économique, puis surtout on va dire un manuel sur l'autonomie financière, alimentaire et énergétique, où tu expliques justement comment construire une BAD. Euh, En 2012, tu C'est es ça. concentré sur l'écriture de la survie en milieu urbain, donc en réfléchissant où justement le milieu est différent, donc on n'est pas à la campagne. Ce livre s'appelle Rue Barbare et tu l'as écrit avec Volvest, Volvest, je ne sais pas comment on dit trop. En 2014, tu as pensé à nous, les femmes, donc tu as écrit Femmes au bord de la crise, qui est une analyse des risques spécifiques pour nous, les femmes, en cas de crise. En 2016, tu as sorti un guide de protection contre les risques nucléaires, biologiques et chimiques qui s'appelle NRBC. Ensuite, en 2020, tu as rendu hommage à ton grand-père. Tu as écrit Giuseppe, une histoire de survie. En 2024, tu as sorti l'énormissime tome 1 et la suite tome 2 de Survivre à la peur. Donc ça, c'est une étude sur les mécanismes psychologiques du stress et de la peur, mais pas que. Et en 2025, le petit dernier, qui n'est pas petit, Gros, survivre à la malbouffe, c'est un guide sur la nutrition, la condition physique et la santé. Tu animes aussi des formations en ligne sur ton site internet et des conférences sur la préparation aux crises. Tu vis actuellement en Suisse où tu mets en pratique des principes d'autonomie dans ta BAD que tu as toi-même édifié. Dans le contexte géopolitique actuel, je dirais que tu as l'expertise qui ne repose pas sur une légitimité académique classique comme un chercheur en relations internationales, par exemple, mais tu as une expertise de terrain et de logistique appliquée à la gestion de crise. Donc, fort de tes 20 ans de carrière dans le secteur de la haute technologie et de l'exportation vers les marchés émergents, tu possèdes une compréhension réelle des chaînes logistiques mondiales. Et face aux tensions et aux crises et aux sanctions économiques, tu analyses comme une rupture dans la chaîne d'approvisionnement, comme par exemple, on pourrait dire les semi-conducteurs, l'énergie, le pétrole, les engrais, le gaz, peut paralyser une nation en quelques jours. Euh, Ton expertise est ici celle d'un ancien cadre qui connaît la fragilité du flux tendu. Et d'ailleurs, ton concept phare, c'est au lieu de regarder la géopolitique sous l'angle des alliances entre États, tu l'analyses plutôt sous l'angle de la vulnérabilité locale. Donc ton travail le plus récent, celui qui nous intéresse ce soir, porte sur la psychologie de combat et la résilience mentale. Donc Survivre à la peur, tome 1, donne les clés de compréhension de l'émotion, qui peut être source aussi de manipulation. Et dans un climat de polycrise, guerre, inflation, anxiété climatique, tu te positionnes comme un chercheur sur la gestion du stress. Tu enseignes comment ne pas céder à la panique pour garder une capacité de décision rationnelle et exercer l'esprit critique. Donc, tu es perçu quand même comme un expert en gestion des conséquences pour tes lecteurs, là où les analystes classiques expliquent pourquoi la guerre ou la crise arrive. Tu te concentres sur le comment vivre techniquement et matériellement aux impacts de ces événements sur notre vie quotidienne, en développant des compétences, un savoir-faire et surtout un savoir-être pour ce soir, ce qui nous intéresse. Donc, je te laisse présenter Survivre à la peur, tome 1. Merci de cette introduction et présentation que j'ai trouvé très, très à propos et très juste. Et j'espère aussi avoir du temps
pour répondre aux questions des auditeurs, parce que c'est toujours dans les questions que l'on peut éclaircir des concepts qui ne sont pas toujours clairs ou qui sont voilà, particuliers à celui qui pose la question, celui ou celle qui pose la question. Alors oui, en effet, la peur, d'abord, c'est une émotion qui est basique, qui est l'une des plus fondamentales dans l'être humain. Et elle est évidemment liée à la survie de base de notre intégrité corporelle, de notre homéostasie, c'est-à-dire de maintenir un équilibre à l'intérieur de notre corps comme à l'extérieur et dans l'environnement, ce qui nous permet de vivre, parce que c'est le but de la vie, c'est de ne pas mourir trop tôt. Il faut d'abord survivre, se nourrir, tout ça afin de se reproduire et propager nos gènes. C'est assez basique en réalité. Et donc cette peur, à la base, c'est notre amie. Elle est présente chez la plupart des animaux, même pratiquement tous les animaux, y compris des animaux très anciens ou alors je crois que chez nous, c'est à peu près il y a 90 millions d'années que chez nos ancêtres, les crustacés, donc on remonte à très loin, avant qu'on soit des mammifères, que les processus neurologiques de la peur ont été créés par l'évolution, on va dire. Pour ceux qui croient à l'évolution, moi j'y crois assez. Bref, alors cette peur, qui est à la base notre amie, si on fait un bond jusqu'à l'heure moderne, jusqu'à l'humain récent, eh bien, elle a des problèmes, elle comporte des problèmes. C'est qu'évidemment, nous sommes d'abord du stress quotidien, et certainement dans un monde hyper connecté, urbanisé, ce stress, il est beaucoup plus grand que lorsqu'on était, et pendant la majeure partie de notre existence en termes d'espèces, nous étions en gros des chasseurs-cueilleurs dans la nature. Pendant des centaines de milliers d'années, il n'y a que peut-être 10, 15, 20 000 ans où nous sommes des sédentaires agriculteurs, et que peut-être 200 ans maximum que nous sommes en fait des urbains. Et 20 ans, on est connecté à Internet, 30 ans, on est connecté à Internet, avec Tinder et tous les stress liés à la productivité, où on nous demande de tout faire avec du self-help et d'aller sur des applications. Bref, tout ça, c'est nouveau. Et donc, ce stress s'ajoute, et ce stress nous effraie, nous angoisse, parce qu'on a déjà une propension neurologique assez unique dans l'espèce animale à avoir de l'angoisse, en plus de la peur. Et puis, là-dessus, s'ajoute la manipulation des autres sur nous. Alors, ça commence par nos conjoints, enfin non, même ça commence par nos parents qui nous manipulent pour nous faire peur. Si tu manges pas ton dessert, si tu manges pas ton brocoli, le grand méchant loup va venir te manger, ou le croque-mitaine, ou ce genre de programmation qu'on commence dès le plus jeune âge avec nous pour obéir à l'autorité. Et bien sûr, faute de quoi on craint une punition ou quelque chose même de surnaturel. Si tu ne fais pas comme on te dit, tu iras en enfer, ou alors tu n'iras pas en paradis, ou alors on va te couper la tête, ou te brûler sur la place publique. Donc la programmation par la peur de nos comportements, elle est assez consubstantielle à l'espèce humaine et la vie en groupe. Donc c'est le désavantage de la vie en groupe. La vie en groupe a beaucoup d'avantages. Mais là, c'est le désavantage-là, la programmation par les autres, en commençant encore une fois par nos parents, qui veulent notre plus grand bien, mais nous programment quand même à obéir et à être conformes à ce que l'on attend de nous dans une société, et donc à ne pas réfléchir par nous-mêmes. Et bon, c'est assez problématique. Là-dessus s'ajoute l'État, qui est une invention récente et assez maléfique, à mon sens, qui essaye en partant d'un bon sentiment au début, de gérer la société, mais à mon avis, ce bon sentiment, il a dû durer exactement 10 minutes avant que l'État comprenne qu'en fait, il peut traire notre travail comme on va traire une vache pour du lait, et nous manipuler. Et le meilleur moyen de nous manipuler, quand c'est pas l'espoir d'un monde meilleur ou de conquérir le voisin et de lui piquer ses ressources et ses femmes, c'est la peur. La peur, alors ça commence au quotidien. Si on paye pas tes impôts, si tu payes pas tes impôts, on va venir te les prendre avec la police et éventuellement l'armée, et on va te mettre en prison, voire on va te tuer. Jusqu'à des choses plus grandioses, on va dire, ou à plus grande échelle. Si c'est pas, si on se bat pas, craint l'ennemi car il veut nous envahir, et si on se bat pas contre lui, c'est lui qui viendra prendre nos ressources et nos femmes. Donc, il faut combattre contre lui, et regardez comme il est moche, regardez comme il est pas beau, regardez comme il est pas intelligent, regardez comme il est petit et laid, et il est faible mais il est dangereux. Enfin, vous voyez, c'est tout ce genre
tous ces genres de paradoxes qu'on entend à différentes périodes. Un coup, c'est les Boches, un coup, c'est les Anglais, un coup, c'est les Juifs, un coup, c'est... Alors, il y a l'ennemi intérieur, hein. Un coup, c'est les immigrés, un coup... Bref, on nous fait peur tout le temps. Parfois avec raison, mais parfois, et la plupart du temps, à tort. Et c'est pour nous maintenir, évidemment, dans un état de subjugation. Alors, comment je suis arrivé à ce sujet qui jusque-là est assez... Enfin, on n'y réfléchit pas tous les jours, mais quand on y pense 5 minutes, c'est assez évident que cette peur, elle est omniprésente et qu'elle nous manipule et qu'il faut un petit peu, non pas s'en libérer, mais la maîtriser et l'utiliser plutôt pour nous aider, plutôt que d'autres fassent de nous des esclaves. Eh bien, c'est que toute ma démarche sur la survie et faire face à des temps difficiles, à des crises économiques, de logistique, même d'immigration. Enfin, ça dépend du point de vue où on se place. Mais enfin, en gros, la peur que quelqu'un vienne, nous fasse du mal, nous prenne des choses qu'on a difficilement accumulées avec du travail. Enfin, bref, tout ça. Eh bien, au fond, ça joue un peu, ou ça provient d'un sentiment de peur, d'une émotion de peur. Et je me suis dit, mais zut, c'est pas ce que je voulais faire. Moi, ce que je voulais, c'était justement, par la préparation, enseigner à ceux qui veulent bien lire mes livres et peut-être mettre en œuvre une démarche de préparation, apaiser ces peurs par la compétence, par la mise en place de mécanismes, d'attitudes, euh, comment dire, de compétences pour faire face. De la même manière qu'un artiste, la première fois qu'il va passer devant un public, il va avoir peur, il va avoir le trac. Mais puisqu'il sait qu'il a une maîtrise, puisqu'il sait qu'il a de l'expérience, puisqu'il sait que il l'a fait depuis 20 ans, si c'est quelqu'un d'expérimenté, bon, ce trac va l'aider à aiguiser ses sentiments et ses hormones de l'adrénaline notamment, et un petit peu de cortisol pour être au taquet, mais ça va devenir une amie. Le trac est une amie. Plein de gens, d'artistes me disent, voilà, moi quand j'ai du trac, alors il y en a qui disent, moi je vomis, d'autres qui disent, j'ai un petit moment de nausée, j'ai un petit moment de panique, puis ensuite ça passe parce que je sais que ça s'est toujours bien passé, que ça se passera toujours bien. Si je fais, il y en a qui ont des petits porte-bonheur, des petites attitudes, des petits rituels, etc. Et donc, moi je voulais écrire un livre qui explique comment ça fonctionne. Donc c'est pour ça que c'est un peu un des gros livres, mais en même temps, on ne peut pas traiter une émotion si fondamentale à l'être humain et si importante au quotidien de nos vies simplement en disant, en gros, en faisant à peine plus que ce que je viens de vous dire. Il faut aller dans le détail, il faut aller dans le détail de la neurologie, il faut aller dans le détail du comportement, de comment fonctionnent nos émotions, pourquoi on les ressent à tel moment, quelles sont nos réactions physiologiques, donc en fait neurologiques, hormonales et physiques à la stimulation qui nous fait peur, parce qu'on ne la contrôle pas. Si quelqu'un nous saute dessus au milieu au milieu d'une pièce sombre, on va avoir notre réaction de la peur, qu'on le veuille ou non. Ensuite, est-ce qu'elle sera bien équilibrée par rapport à la situation? Ça, évidemment, l'entraînement, l'expérience, qui nous sommes, même notre génétique, etc., elle va avoir son poids, son importance. De la même manière qu'aujourd'hui, si je puis dire, si je peux utiliser ce bon mot, on est assez vacciné face au mauvais comportement de l'État qui essaie de nous manipuler. En tout cas, on l'est un peu plus maintenant, depuis 5-6 ans, depuis l'expérience Covid, qu'avant. Ou en tout cas, une partie de la population a beaucoup appris de la manipulation par la peur pendant cette période, je pense. Aujourd'hui, on continue, hein, évidemment, ça ne va jamais s'arrêter. Tant qu'il y a un État, tant qu'il y a des gens qui veulent manipuler les autres, la peur sera utilisée contre les manipulés par les manipulateurs pour obtenir quelque chose, un avantage, du service gratuit, voire des coucheries. Enfin, il y a toutes sortes d'utilisations de la peur qui sont terribles. Mais je voulais surtout donner des solutions. Malheureusement, je ne peux pas juste dire, c'est comme dans tous mes livres, je ne peux pas, avec peut-être l'exception du premier, qui est peut-être, c'est celui qui a été le plus le best-seller, alors, et pourtant c'est celui que je trouve le plus simple. Je ne peux pas juste dire faites ceci, faites cela. Vous m'entendez toujours là? Ah oui, oui, Très c'est bien, impeccable, très bien. impeccable. Non, parce que sinon je parle tout seul pendant des heures, moi. Oui, oui, c'est Et vrai, c'est vrai. Non, non, mais on ça t'interrompt marche, pas, ça marche, c'est très ça marche. intéressant. Merci. Et donc j'essaye d'apporter d'abord une compréhension du problème. Dans mes premiers livres, j'essaie d'expliquer d'abord pourquoi on va vers un effondrement économique. Maintenant, 15 ans après, un effondrement économique, on le ressent tous un petit peu plus.
et même beaucoup le ressentent à fond, parce qu'on a une destruction de la classe moyenne, et ça aussi, ça fait peur, avec le chômage, la peur de perdre ce qu'on a, la peur aussi l'angoisse de l'impuissance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voter, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Assassiner des politiciens, ils sont remplacés tout de suite. Enfin, on peut rien faire. Donc il y a une angoisse, assez diffuse de plus en plus. Pareil pour le livre. Et ensuite, je donnais des solutions qui étaient, en gros, de travailler sur sa résilience et son autonomie. Pareil pour Rue Barbare, j'explique pourquoi. Enfin, on expliquait avec mon collègue Vol Ouest pourquoi les villes sont particulièrement fragiles en cas de rupture des chaînes d'approvisionnement. Évidemment, dans le livre sur NRBC, on expliquait avec mon co-auteur comment fonctionne et pourquoi évidemment les risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques. Alors on a écrit ça, c'est marrant, en 2016, donc 4 ans avant le Covid, et on parlait de l'utilisation des armes biologiques contre la population pour mettre en place un système de terreur et de. Donc on l'avait vu juste celui-là. Et puis donc compréhension de pourquoi on a un problème. En l'occurrence, des peurs irraisonnées, des peurs exagérées, de la manipulation par la peur. Et d'ailleurs, petite parenthèse historique, dans un des premiers chapitres du tome 1, je donne quelques exemples historiques. Alors, certains avec de la religion, d'autres avec des méthodes un peu plus, on va dire, plus récentes, où on fait dire, voilà, tous nos problèmes sont dus à une petite minorité de personnes, etc. Alors, un coup, c'est une minorité ethnico-religieuse, un coup, c'est les riches, un coup, c'est les étrangers, un coup, c'est. Et j'explique à quel point, en fait, c'est facile de nous manipuler historiquement. C'est pas nouveau. Peut-être la différence, c'est qu'aujourd'hui, à l'époque, on nous donnait une solution probablement simple, violente. Si les mœurs sont dissolues, c'est à cause des mécréants. Donc, on brûle les mécréants ou on leur coupe la tête. Aujourd'hui, c'est un peu plus. Évidemment, ça marcherait plus, donc c'est des peurs plus subtiles. Mais en revanche, on ne donne pas de solution. Donc, il n'y a même pas la solution, on va découper la tête aux mécréants. Il n'y a pas de solution, on est en guerre, voilà. On est en guerre, donc on a tous les droits, on peut vous piquer votre argent, votre ressource, on peut faire ce qu'on veut parce qu'on est l'État, et puis parce que derrière l'État, on a tout un mécanisme de corps constitués qui obéissent. On a vu comment la police, la gendarmerie, elle obéit. Si on dit maintenant vous allez abattre le troupeau, on va abattre le troupeau de vaches, ou etc. Et personne ne réfléchit parce que c'est un mécanisme étatique, c'est une machine, etc. Et donc évidemment, ça angoisse, ça fait peur. C'est donc pas nouveau. Donc je referme la parenthèse. Et donc dans ce livre, et c'est pour ça que c'est 2 tomes, j'ai essayé dans le premier tome d'apporter non pas des solutions, mais une explication des solutions en termes de philosophie. Parce que la philosophie, depuis qu'elle existe, donc depuis qu'il y a des humains qui réfléchissent, elle répond à cette question de l'angoisse et de la peur. Qui sommes-nous? Qui suis-je dans quelle étagère? Enfin, c'est cette blague-là, mais c'est vrai que le problème de notre gros cerveau, c'est qu'il nous fait réfléchir trop. On réfléchit à c'est quoi ces trucs scintillants dans la nuit, dans le ciel. C'est quoi ce truc immense et dangereux? Pourquoi de temps en temps il y a une étoile qui tombe et qui nous crame, qui nous crame la moitié du pays? Pourquoi il y a des tremblements de terre? Enfin, toute cette angoisse existentielle. Et où on va quand on meurt? Enfin, on se rend bien compte qu'un type, au bout d'un moment, il bouge plus, il est par terre. Je parle pas des morts au combat ou face à je sais pas, un gros tigre. Mais le type qui est âgé ou il est malade, il meurt, et puis quoi? Son corps, il pourrit, il pue. Mais ça veut dire quoi? Il est où? Sa personnalité, et puis si ça se trouve, c'est notre fils, c'est notre mère, c'est notre. Donc tout ça, on y réfléchit. Les animaux, ils ont un moment de tristesse. On sait qu'il y a des animaux, beaucoup de mammifères ont de la tristesse face à leurs congénères qui meurent, mais nous, on réfléchit à ces trucs, et c'est terrifiant. Et donc, on a cette terreur existentielle en nous. Et ça commence généralement assez tôt. Hein. Moi, je vois les gamins, c'est vers l'âge de 4-5 ans qu'ils commencent à réfléchir à papa, maman, pourquoi on meurt? Qu'est-ce qui est arrivé à grand-mère? Où elle est où? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Les plupart des gens, elle est dans le ciel. Parce qu'on cherche des solutions. Alors, les religions, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, elles ont des solutions. C'est comme ça. C'est pour ça elles ont accroché. Il n'y a pas beaucoup de religions qui va vous dire non, non, mais de toute façon, il ne se passe rien. Non, elles vont nous donner de l'espoir, elles vont nous donner un truc. Après, est-ce que c'est de la faribole? Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai? Ça, c'est à chacun, en fonction de sa culture ou de son envie d'y croire. Parce qu'on n'a personne qui est encore revenu en disant ça faisait 10 ans que je suis mort, mais je suis revenu.
Enfin, les chrétiens croient qu'évidemment Jésus est ressuscité au bout de 3 jours, mais à part cet exemple-là, il n'y a pas d'autre exemple. Alors, on a les expériences de mort imminente, machin, mais là aussi, c'est pas quelqu'un qui est revenu au bout de 10 ans. C'est qui dit, ah ouais, ça fait 10 ans que j'étais au paradis, vous allez voir, c'est cool. Non, non. C'est généralement le prêtre de Ra, de Amon, de n'importe quel dieu depuis que ça existe, qui dit, non, non, mais moi je sais, vous allez voir, si vous me donnez votre argent et votre travail maintenant, je vous garantis qu'une fois que vous serez mort, ça va être génial pour vous. Et si vous êtes pauvre, ben, ce sera encore mieux. Parce que vous avez été pauvre maintenant et vous allez voir plus tard. Alors, c'est génial, ça apaise, ça crée Mais vous voyez bien les problématiques que ça pose dans une société d'avoir ce genre d'apaisement. Alors, je travaille sur ces éléments philosophiques. Alors, j'ai pris un exemple parmi beaucoup d'autres, parce que la philosophie, elle apporte des solutions différentes que la croyance. Mais enfin, la croyance fonctionne. La philosophie fonctionne. On a le stoïcisme, on a plein d'autres croyances. Et donc, j'essaye de travailler dans le tome 1, et c'est long, sur la philosophie, sur les problèmes liés à comment on appelle, la compréhension de qui nous sommes, c'est-à-dire l'introspection. Parce que si on ne comprend pas ce qu'on est, on ne peut pas savoir ce qu'on veut. Et savoir ce qu'on veut, c'est quand même pratique, ne pas avoir peur. Et tout ça nous amène au tome 2, où on a plutôt des approches physiologiques, physiques. C'est-à-dire on a des courts-circuits, on a des moyens de tricher avec notre corps. Et ça, c'est génial. Alors les grands gourous et les sages, ils avaient compris par l'expérience, mais aujourd'hui, on a la compréhension par la neurologie. Un exemple parmi les très nombreuses techniques et autres exemples que je mets dans le tome 2, c'est évidemment la respiration. On la connaît tous, en tout cas ceux qui font des sports de combat la connaissent. Moi, je l'ai pratiqué beaucoup avec mon collègue Wim Hof quand on faisait des bains dans l'eau glacée, des choses comme ça. Clairement, la respiration, ou plutôt je vais l'expliquer d'une manière différente. Lorsqu'on a peur, notre physiologie liée à la réponse à la peur se met en place. Et cette physiologie, parmi beaucoup d'effets, elle a celui d'accélérer nos pulsations uniques et nos pulsations cardiaques, les battements par minute du cœur, et aussi notamment augmenter notre respiration pour faire fonctionner notre système respiratoire, pour alimenter le cœur et donc le sang en oxygène pour faire face à cette peur et donc à la réponse de la peur liée à la musculature, le système de combat qui se met en place pour avoir plus de sang dans les muscles et dans les organes vitaux et réagir plus vite, avoir l'esprit un petit peu plus aiguisé pour faire face au danger. Voilà. Mais si on se force à respirer lentement, notamment par des techniques, mais le truc de base, c'est la respiration abdominale, mais il y a plusieurs formes pour le faire, et bien tout d'un coup, on force notre organisme à se ralentir. Donc on peut consciemment reprendre le contrôle de la peur, et c'est ce que tous les gens qui font du yoga ressentent, tous les gens qui font de la méditation, notamment de la pleine conscience, connaissent bien, parce qu'ils savent que tout d'un coup, ils ont une angoisse, ils ont un moment de problème, et ils sont allés voir leur thérapeute qui leur a dit, venez, on va faire pendant plusieurs séances des exercices de respiration, alors soit c'est du yoga, soit c'est... Et là, ils se rendent compte que tout d'un coup, ça les apaise. Et c'est normal, c'est normal. Donc ça, c'est une des nombreuses techniques. Alors, je résume en 2 minutes, mais évidemment, c'est des dizaines de pages pour donner des exercices. Tous mes livres sont remplis d'exercices, hein, évidemment, pour qu'on les pratique. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et donc, ce deuxième tome, qui est sorti cette année, eh bien, lui, va donner plutôt des solutions physiologiques pour faire face à la peur, pour nous calmer. Et les deux ensemble, quand on combine les réponses physiologiques à la peur et des réponses philosophiques et même psychologiques pour faire face à la peur, l'angoisse, le stress, les phobies, et je précise que, juste parce que peut-être les gens se disent, mais ça n'a rien à voir avec ton expérience dans les logiciels ou, ou dans le management international des marchés émergents. Oui, c'est tout à fait vrai, et c'est pour ça que je me suis tapé D'abord, ça m'a pris 9 ans pour écrire ces 2 livres. C'est pour ça que je me suis tapé des milliers de livres de lecture, évidemment, de spécialistes, mais surtout j'ai interviewé des spécialistes dans les domaines. Par exemple, Wim Hof, que je connais, il m'a donné une interview, donc pour la partie comment on programme notre respiration pour faire face à la peur du froid, qui est une peur à la fois psychologique et physiologique, parce que on plonge dans un bain d'eau avec des glaçons, et elle est à 4 degrés,
eh ben, on a mal, et on a froid, et on a peur. Et donc, il y a une méthode pour gérer ça. Et lui est connu pour ça, par exemple. Ou, par exemple, Joseph Ledoux, qui est un des spécialistes de la neurologie sur comment fonctionne, c'est un mec qui a un niveau prix Nobel, qui explique comment notre cerveau fonctionne lorsque la peur surgit. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'en fait, puisque la peur est une émotion, le danger n'est qu'un stimuli par rapport à cette peur. Donc on voit un serpent ou un tigre, notre cerveau instinctif le voit immédiatement, commence la réaction à la peur, alors que notre réseau, donc on commence déjà à avoir peur, on a un battement cardiaque qui s'accélère, on a des frissons, on a l'adrénaline qui se déclenche, etc. Alors que notre cerveau rationnel, il n'a pas encore compris qu'il y a un tigre ou un serpent. Et après, on voit le tigre et un serpent, on se dit, ah, il y a un tigre et un serpent. Mais ça fait déjà peut-être une demi-seconde ou une seconde que notre corps, lui, il est déjà prêt à fuir, combattre, ou se cacher, ou faire une connerie. Parce qu'il y a aussi la mauvaise réaction à la peur. Bref. Et donc, la combinaison de la philosophie, par exemple, celui qui accepte qu'il va mourir, bah, quand il devra combattre face au tigre, au serpent, ou au policier qui vient le saisir ou qui vient l'assassiner parce qu'il n'a pas payé ses impôts, euh, je force à peine le trait, mais la réalité c'est ça, eh bien, il sait qu'il va mourir, donc il va être peut-être beaucoup plus serein au combat. Et donc, il va être plus efficace au combat. C'est ce que nous apprennent les samouraïs, etc., sans avoir eu besoin de faire de la neurologie. Vous voyez, donc les techniques philosophiques, psychologiques, mentales, elles se combinent avec les techniques physiques et physiologiques. Alors, ça a l'air d'être vachement génial, mais en réalité, je n'ai pas inventé l'eau chaude. C'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, depuis qu'il y a des gens qui se mettent en place. J'essaye simplement d'avoir pris un angle. Alors, certes, il y a beaucoup de pages au livre, mais c'est des livres qui peuvent se lire lentement. En revanche, ils sont faciles et compréhensibles par tout le monde. Je pense que des enfants de 10-12 ans, ils peuvent commencer à lire ces livres et comprendre. Parce que je voulais simplifier. Pour simplifier, il ne faut pas faire les choses de manière simpliste, il faut les faire complètes, mais simples. Voilà. Oui, tout à fait. Moi, je peux confirmer puisque j'ai lu tous tes livres et c'est assez facile à lire. Et puis, de toute façon, une fois qu'on commence le livre, on a envie d'aller au bout. Donc, ça se mange comme du pain au chocolat. Génial, j'ai cru que tu allais dire, justement, j'ai 10 ans. Non, non. Merci pour cette présentation, Pierrot, de tome 1 et de nous avoir parlé de tome 2 parce que justement, il y a des clés de compréhension. Mais une fois qu'on a compris, souvent la question c'est mais qu'est-ce qu'on fait on est dans une société qui nous apprend absolument pas tout ça. Donc, le fait de reprendre le contrôle sur soi, c'est d'abord apprendre à se connaître. Et ensuite, justement, de se dire, bah, tiens, là, pourquoi j'ai peur Enfin, C'est ça. qu'est-ce qui se passe Voilà, c'est ça. Donc, on va passer à la section des questions. Alors, je vais Oui. commencer. J'avais envie de commencer par une question qui paraît peut-être personnelle, mais je pense que c'est une question intéressante pour mieux apprendre à voilà, te connaître. Alors, tout le monde n'écrit pas des livres. Donc, il y a plein de gens qui se préparent, qui font des BAD, qui cherchent à se connaître, à se maîtriser, etc. Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire le premier livre, puis les autres? Et finalement, qu'est-ce que ça t'a apporté que tu n'attendais pas? Alors, je ne m'attendais pas à à une baisse de revenus aussi importante, parce que l'écrire des livres, ça rapporte que dalle par rapport à ce que je faisais avant. Mais en même temps, je commençais à détester ce que je faisais avant. Mais bon, la raison pour laquelle j'ai écrit des livres, enfin un livre au début, puis ensuite, puisque ça a marché, j'en ai écrit d'autres, c'est qu'en fait, je voulais laisser un témoignage et écrire pour mes enfants. Ils étaient petits il y a 15 ans, évidemment. J'ai 4 enfants. À l'époque, j'en avais que 3, d'ailleurs. Et je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je leur laisse comme témoignage alors, plutôt qu'une biographie qui, franchement, n'a pas beaucoup d'intérêt, ou que euh, je voulais leur expliquer comment fonctionne le monde, et ils étaient un peu petits pour que je leur explique face à face, en tout cas avec des termes pour adultes. Donc, j'ai pris cette pensée et j'ai commencé à mettre ça par écrit, d'autant que ce sont des choses que j'ai faites pour moi, puisque à l'époque, j'ai acheté cette ferme que j'ai retapée, que j'ai un peu améliorée.
Donc ça fait à peu près maintenant 20 ans que j'y travaille. Et aujourd'hui, ben, c'est presque, je m'y ennuie presque, j'ai presque tout fait ce que je voulais faire, donc c'est génial, donc je peux même me reposer. Et les enfants sont devenus grands et puis ils font leurs études et on verra bien. Mais en tout cas, je voulais laisser ces témoignages. Et puis voilà, j'ai cette passion de transmettre. Alors quand j'étais dans l'informatique, je transmettais un message commercial, mais j'avais eu beaucoup de succès parce que justement, je ne sais pas de vendre à tout prix, bien que c'était évidemment l'objectif, mais j'essaie d'expliquer et d'enseigner comment fonctionnaient les produits, les logiciels qu'on essaie de vendre, les solutions. Voilà, j'ai peut-être cet esprit pédagogue un peu atypique. Je conviens que je suis quelqu'un de pas classique. Vous l'avez dit, je suis pas un académique. Je suis un vrai mec. Voilà, je suis dans la réalité. Je me confronte à la dureté de la vie. Je suis aussi quelqu'un qui provoque. J'adore provoquer. Alors voilà, chacun peut transmettre un message. C'est ce qui fait c'est que voilà, j'étais pas toujours en accord. Parce que je viens politiquement, au début, je viens du monde écolo. Enfin, des mouvances écolo, réchauffement climatique, tout ça, à l'époque, hein, il y a longtemps. Donc, il y a prescription, hein, soyez indulgents. Mais en tout cas, voilà, quand j'étais jeune, il fallait pas polluer, il fallait sauvegarder l'eau, il fallait euh, voilà, faire des efforts. Mais aujourd'hui, depuis 15 ans, avec mes livres, j'essaie d'être un peu provoquant, et surtout dans mes chaînes YouTube ou dans mes conférences. Je rentre dedans, je provoque, j'essaye même des fois je dis des trucs, je suis pas parfaitement en accord, mais je veux pousser les gens à avoir la réaction. Moi, j'adore les critiques, j'adore les questions méchantes, j'adore les critiques dures, parce que d'abord, ça me permet de me questionner sur mon raisonnement, mais aussi parce que ça me dit, ah, voilà quelqu'un que j'ai réussi à toucher, j'ai réussi à provoquer en lui une émotion. Et parce qu'on n'apprend que par les émotions, on n'apprend pas en disant, voilà, 1 plus 1 égale 2. Non, il faut que, si ça correspond si ça coïncide plutôt avec une émotion au moment où on apprend les maths, et ça c'est le problème des profs de maths, on n'a pas beaucoup d'émotionnels, c'est souvent des calculates, pas des personnes un peu ingénieurs, quoi. Et ben, donc il faut des Yankovici des Jancovici en France qui parlent voilà, de transition énergétique, machin, mais il faut aussi des mecs comme moi qui disent, non mais attends, moi j'attends pas que l'État il fasse ce qu'il fera jamais, c'est-à-dire de changer les choses pour le bien des gens. Moi je vous dis, prenez en main votre destin et bossez en l'occurrence, bien sûr pour devenir des personnes meilleures, mais surtout pour mettre les outils, les compétences et les actions dont vous aurez besoin pour faire face à un monde difficile, en action tout de suite. Et si ce monde difficile, il arrive, vous serez mieux préparé que si vous n'avez rien fait. Et s'il n'arrive pas, ce que je doute évidemment, puisqu'on est tous en train de trimer et faire face à l'inflation, à un gouvernement partout, hein, pas qu'en France, mais partout, on sent que ça part en vrille en ce moment. Ils veulent nous faire peur avec la guerre, ils veulent nous piquer notre argent, vont nous taxer de plus en plus. Tout ça pour se gaver, et j'ai oublié de dire tout à l'heure, pour leurs propriétaires, parce que l'État, il appartient à des gens. C'est pas vous, c'est pas moi qui, en théorie, oui, mais non, c'est pas le citoyen qui est propriétaire. Le propriétaire sont des oligarques. Et ces oligarques, au mieux, ils s'en mettent plein les fouilles, et au pire, ils sont tellement déconnectés de la réalité qu'ils vont accélérer de nous envoyer dans le mur. Et voilà, il y a sans doute des exceptions, mais la plupart, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils disent, à part augmenter leur patrimoine. Bon, ok. Mais ils nous amènent droit dans le mur. Et donc, moi, je suis dans le pratique, dans le concret, et je suis quelqu'un de j'adore être provocateur. Alors, il y a pire, hein, mais voilà, j'en ai une bonne couche, hein, de provocation en général, ce qui fait que, alors le désavantage, c'est que ça me catégorise assez vite. Et puis après tout, je viens d'un monde suisse où dans ma vie privée, je suis quelqu'un de très calme, pas trop exubérant, pas trop, voilà. Mais donc dans une vie publique, j'adore provoquer, j'adore être, voilà. Donc ça aussi, c'est un petit plaisir. Alors c'est la troisième partie de la question, c'était? Oui, en fait, tu provoques, en fait, tu es provocateur, mais dans le sens où tu veux réveiller, tu veux alerter Bien et sûr. tu veux montrer à tes enfants, en fait, bouger les Oui, fesses, c'est c'est ça. tout à fait louable. La troisième partie, c'était à savoir qu'est-ce que ça t'a amené de positif dans ta vie
tous ces changements, en plus que tu as appliqués. Tu es pas quelqu'un qui dit: «Il faut faire ci, il faut faire ça» et puis tu Ouais, le fais pas toi. Toi, tu le ouais. fais, donc tu le pratiques et donc Oui. ces concepts, ils sont, expérimentés. Mais comment ça t'a enfin, je pense qu'il y a un effet de surprise à un moment donné quand on écrit un livre ou plusieurs livres, du retour des lecteurs, des gens, des réseaux aussi sur lesquels tu passes, enfin, parce tu étais quelqu'un de connu pour, on va dire, moi aussi j'ai appartenu à cette mouvance, qui était la collapsologie, mais qui maintenant est en train d'être, la collapsologie, c'était bon, l'effondrement des systèmes naturels. Heu et que c'est en train de changer. Enfin, on voit qu'il y a quand même un changement. Il y a quelque chose qui est en train de voilà. Et qu'est-ce que ça t'apporte, tous ces livres et maintenant, pas la notoriété, mais le fait que les gens ont envie de t'interviewer, de savoir, ce que tu penses, qu'est-ce que tu as écrit, pourquoi tu as écrit et cetera? Oui, alors en fait, j'ai toujours plaisanté en disant que j'étais collapsologue, hein, c'était pour rigoler parce que pour moi, c'était un peu, oui, de l'analyse du problème, mais 10 ans après que je l'ai faite et je suis pas le pionnier, hein, d'autres gens ont analysé ça avant moi. Il y a même des gens au début du XXe siècle qui avaient compris que c'était le modèle, allait se viander. Mais moi, je suis dans l'action parce que comprendre qu'un modèle ou qu'un environnement dans lequel on vit va se planter, c'est une chose. Et on peut toujours discuter de oui, mais tu avais dit que c'était entre 2020 et 2025. Voilà, on est en 2026, c'est toujours pas planté. Ouais, ouais, bah, ok, c'est toujours pas planté parce que on a imaginé que c'était. Vous avez interprété ce que je dis en pensant que ça allait être Mad Max, mais j'ai jamais dit que c'est Mad Max, j'ai jamais dit qu'il y aurait plus de pétrole. En revanche, vous payez tout 3 fois plus cher qu'il y a 15 ans. Et en revanche, vous êtes de plus en plus taxé. Et en revanche, vous êtes de plus en plus soumis à l'État. Donc oui, réfléchir par nous-mêmes, mais il faut être dans l'action, parce que si on n'est pas dans l'action, c'est de la, pardon pour le vocabulaire, c'est de la branlette intellectuelle, et ça n'a jamais fait avancer qui que ce soit. Au contraire, ça nous amène de l'angoisse, parce qu'il y a des gens qui s'amusent, hein, mais qui en fait, à ce moment-là, il faut aller voir un film d'horreur au cinéma, ça nous amuse aussi de voir, voilà, et d'ailleurs, la culture surfe là-dessus, puisqu'on a des films de guerre civile, de tout ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais ça veut dire qu'on aime se faire peur. J'ai tout un chapitre sur le cinéma et la culture dans le premier tome de Survivre à la peur, justement. Euh, ce qui a beaucoup changé pour moi, d'abord, c'est de revenir, parce que un de mes grands-pères était paysan, était agriculteur, l'autre était plutôt ouvrier, celui dont je raconte l'histoire dans ce roman, ouvrier, puis avant mineur dans les mines de ciment en Italie. Et, euh, et en fait, finalement, je me rends compte que 2 générations plus tard, ou 3 générations, ça dépend comment on compte, je me retrouve, lui était né dans une ferme, comme dans une famille de métayers, donc de gens qui travaillaient la terre, mais qui en étaient pas propriétaires. Et moi, je me retrouve propriétaire d'une petite ferme. Donc voilà, en 3 générations, tout ça pour ça, la seule chose qui a changé, c'est que maintenant j'ai ma terre et ma maison. Mais j'ai redécouvert le plaisir de faire croître mes légumes, mes choux. Là, j'en ai plein dans le jardin. Je sais pas, j'en ai fait trop cette année. De recueillir mes pommes, bientôt m'occuper de mes poules et de mes poulets. Cette fois, le renard, il n'y arrivera pas avec ce que j'ai construit. Bref, finalement, on retrouve des plaisirs simples et je suis loin de tout ce bruit, de tout ce bordel. Et d'ailleurs, je me force les gens qui sont abonnés à mes chaînes, ils me disent, mais fais-nous un commentaire sur l'actualité, sur ce qui s'est passé, là, voilà, aujourd'hui, les États-Unis ont bombardé le Venezuela, je sais pas quoi. En fait, je suis pas au courant. Ça me touche, c'est pas que ça me touche pas intellectuellement, mais ça me touche pas dans le réel. C'est-à-dire, moi, je me pose la question, va-t-il y avoir trop de neige ou pas la semaine prochaine? On annonce de la neige. Bon, est-ce que je suis prêt à pelleter? Oui, bon. Voilà, ce qui se passe au Venezuela, c'est bien triste s'il y a des morts et tout ça, mais j'ai trop été. Ah, ça, aussi, ça vient avec l'âge, hein, mais j'ai trop vécu plus jeune l'angoisse et l'excitation, si on veut, de savoir si Saddam Hussein allait allait tenir le Koweït ou pas, et puis si avant ça encore, ce qui va se passer avec l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Mais en fait, quand on y réfléchit, que je sois conscient, au courant, ça change rien. Oui, Moi, oui. les gens me disent toujours, mais alors, oui, pardon. Pierrot, on est tout à fait d'accord. D'ailleurs, l'éveil 2002 le dit, en l'occurrence moi. Je dis, c'est pas parce que je mets l'information qu'il y a besoin de
de réagir et surréagir. Je dis plutôt surréagir, parce que pour moi, il faut rester détaché par rapport à l'information. Et ça, c'est très important. C'est pas parce qu'on a accès à un certain niveau d'information qu'il faut forcément agir en conséquence. Et on a été, moi je le dis comme à ma manière, mais on a été incarné pour naître et avoir des racines à un endroit donné. C'est pas pour rien, c'est qu'on a décidé ça avant de s'incarner. Et on n'a pas décidé de s'occuper des affaires qui sont à 2000 kilomètres de chez nous et dont on ne pourrait pas naturellement, j'aime bien le mot et l'adverbe naturel, s'occuper. Et ça, c'est un point primordial par rapport à ce que tu dis. Et c'est pour ça que j'insiste sur cet aspect-là, parce que je suis totalement en phase avec toi. Oui, je crois que si on réfléchit un peu dans ce que tu viens de dire, il y a des choses en plus euh, que j'ai lues, mais j'ai pas tout mis, même dans mon livre sur la nutrition, la santé, qui est le livre qui vient de sortir, là, qui s'appelle Gros. Il y avait toute une réflexion que j'ai finalement pas mise, mais on a, quand tu dis on est fait pour être là où on est né, ça paraît fou dans un monde où on voyage autant, mais il semblerait que dans la physique quantique, et qui se déploie évidemment dans notre biologie, puisque la biologie, ça vient après, hein, la physique, eh bien, il y a des dispositions de nos atomes, dans la manière dont nos atomes sont mis en place dans notre corps, qui dépend beaucoup de l'endroit où on était pendant les premiers 9 mois dans le ventre de notre mère, et là où on est né, et là où on vit, et qu'il y a une sorte de prédisposition à être à un endroit. On est flexible, bien sûr, on peut aller ailleurs, bien, mais il y a même des réalités par rapport à ça, hein, au niveau physique, biologique. Alors, j'ai pas étudié plus, donc je l'ai pas mis ce chapitre, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose là-dedans. Moi, c'est pour ça que souvent, par exemple, je retourne dans l'endroit où mes grands-parents vivaient. Ils vivaient dans le même village à peu près. Ben, c'est moins bien objectivement qu'ici en Suisse où je suis, mais je me sens bien. C'est bizarre. Alors, je me sens bien ici aussi, parce que ça fait maintenant 50 ans que j'habite en Suisse, mais donc au bout d'un moment, les cellules se sont modifiées et tout. Mais c'est bizarre que je me sens bien quand je vais là-bas. C'est une sensation difficile à décrire. Mais voilà, bon, après, on est aussi flexible, on est aussi capable de changer nos destins. Quant au reste, ben, c'est le stoïcisme. On retourne à Épicure, on retourne à Marc Aurèle, on revient à tous ces penseurs qui se disaient, bon, au fond, il y a des choses qu'on peut maîtriser, et ça, il faut le faire du mieux qu'on peut pour atteindre notre destinée, ou être en équilibre dans une société, ou dans l'univers en général, dans le cosmos, comme disaient les Grecs. Mais ce qui arrive et que l'on ne peut pas contrôler, bah, il faut lâcher prise. Et puis, la seule chose qu'on peut encore faire, c'est réagir, notamment sur les émotions de peur, sur ce que l'on peut contrôler. Donc, sur notre réaction, sur l'angoisse. Mais le nombre de gens, bah, malheureusement, on a eu un drame en Suisse. Alors, ça reste dans l'échelle cosmique petit, mais enfin, c'est terrible pour chaque famille qui est touchée. Mais on a eu une 50aine de morts dans une boîte de nuit, plus une centaine de brûlés graves, etc., le Nouvel An. Bon, malheureusement, voilà, ça arrive, je dirais, mais ça me touche pas, heureusement, parce que je connais personne, mais j'ai de l'empathie, donc je m'imagine bien ce que ça doit être de ressentir la perte d'un de ses enfants, parce que c'était des ados, et j'ai des ados, évidemment, donc forcément, on a de l'empathie, on a comment on appelle ça, des neurones miroirs, on imagine bien ce que ressentent les gens, mais je peux rien y faire. Je suis pas médecin, je peux pas être volontaire, je peux pas y aller. Bon, donc on absorbe, on étudie. Je vais faire un rappel à mes enfants en disant, voyez, pourquoi je vous explique qu'il faut toujours repérer une sortie de secours dans les endroits où on va, et que si tu vois un truc qui brûle, tu t'en vas. Tu restes pas dans un endroit fermé quand il y a un truc qui brûle, ou si tu peux pas l'éteindre, tu t'en vas. Et donc l'application dans le concret, dans le réel, moi j'ai 4000 livres que j'ai lus ici dans ma bibliothèque, mais à la fin, vaut mieux bouger et faire pousser un arbre, ou faire travailler son potager. On ira plus loin avec ça qu'en lisant 4000 bouquins. Donc les deux sont géniaux, c'est ce que disaient les anciens, hein. Il faut avoir de la culture, mais il faut aussi agir. L'un sans l'autre, ça ne nous permet pas d'expérimenter la vie au mieux que ce que l'on peut. Un esprit sain dans un corps sain, disaient les Romains. Mais Oui, voilà, et donc puis voilà, je Einstein, pars dans plein de trucs, mais voilà, ressentez-moi. Einstein, oui, oui, c'est ce que j'essaye de faire. Oui, en fait, aller dans ton sens, j'aime bien aussi la phrase d'Albert Einstein qui disait
On apprend à l'école, donc des connaissances, mais on apprend réellement sur le terrain à l'apprentissage de la vie. Et donc, on commence réellement à comprendre ce qu'est la vie après la sortie de l'école. Et je pense Ouais. que c'est ce Oui, que tu dis. Il écrivait ça il y a un siècle et demi. Et Oui, à l'époque, oui, il n'y avait pas des travelots dans les écoles, hein, je veux dire. oui, Donc, oui, non, là, mais je vais être provocant, c'est mais toujours à l'époque, il y valable. avait, voilà, C'est toujours valable ce que je suis il en n'y a train de plus les dire. Heureusement, connaissances hein. à l'école. Je sais plus si on nous apprend encore beaucoup de choses, hein, Et il se trouve que moi aussi j'ai une grande bibliothèque, donc ça, tant de ce mieux, tant mieux. côté-là. C'est important, non, mais c'est important. Mais bon, c'est voilà. la Mais différence. j'aimerais pouvoir maintenant faire participer l'auditoire parce que on a organisé cette rencontre avec au niveau comment dire avec la chaîne L'Éveil 2022 pour faire participer l'auditoire de l'Éveil 2022 qui est un auditoire, je dirais, particulièrement sensibilisé par tous les problèmes que l'on vit, c'est-à-dire toutes ces tentatives de manipulation par la peur. Donc je pense qu'on a le bon auditoire Très et bien. j'aimerais savoir donc si parmi nos auditeurs on a des questions. Voilà. En Donc attendant, je rappelle simplement euh, comment lever la main. Il suffit d'appuyer sur le bouton du micro qui demande l'activation et de notre côté on vous donnera la main et après vous rappuierez, je pense, pour pouvoir parler. Voilà comment ça se passe. Christophe, en attendant, une simple question. As-tu eu des questions par écrit pour quand on a fait l'annonce de ce live? Oui, bah j'en ai fait, je t'en ai donné, une. Tout à... Euh, Ah, voilà, ok. on a un premier auditeur, leader Maximo Beni, on va autoriser à parler. Voilà, faut appuyer sur le micro pour avoir l'autorisation. Maintenant que vous avez l'autorisation, vous pouvez appuyer pour avoir, vous passez en vert normalement. Beni ou leader Maximo, Oui, il faut appuyer en fait sur votre micro qui est barré et ça active. ça n'a pas marché là. Je pense qu'il faut recommencer visiblement. Je sais pas pourquoi. Ou alors c'est un problème encore Ici, il est marqué d'autorisation de micro. 100%. Normalement, il a la main, hein. Il a la main. Il faut appuyer à nouveau sur le micro. Oui, il y a un petit Oui, problème il y a une demande à faire et ensuite, une fois que la demande est faite, le micro s'affiche en vert mais il est barré. Et, regarde si j'ai trouvé. d'autres personnes en Le attendant micro qui. est en bleu barré et il passe en vert quand vous l'activez de votre côté, c'est ça. Tout à fait. Je peux lui écrire, hein. Oui, bah vas-y, écris-lui. En attendant, on peut poser d'autres questions, hein, bien sûr. Oui, moi, Pierrot, c'est vrai que moi, je te suis depuis longtemps, hein. J'ai acheté ton premier livre en 2014. Euh, euh, c'est vrai que tu as construit un réseau. C'est l'importance pour défaire un peu dans le système, l'importance de construire un réseau où on communique, où on échange. Parce qu'en fait, je pense que c'est un peu le but de notre existence, c'est de trouver sa voie, son chemin, son autonomie, sa vérité, et d'être en concordance avec l'énergie qui nous anime, en fait. Qu'est-ce qu'on veut, comme tu disais, et où on veut aller. Exact. Exact. Oui, oui, j'essaye déjà parce que c'était un peu indispensable pour promouvoir un peu ces idées, ces livres, d'être présent sur YouTube, d'être présent un petit peu. Alors, je ne suis plus tellement sur les réseaux autres, mais X, tout ça, ça m'énerve. Mais YouTube, oui. Et puis, j'ai aussi ouvert un Patreon, qui est un endroit où on peut communiquer un petit peu plus librement, sans les trolls et les interférences voilà, des provocateurs qui est sur Patreon. Donc, évidemment, c'est payant, donc c'est fermé. Enfin, c'est ouvert à qui paye, mais voilà, c'est un petit réseau que j'anime parce que oui, c'est un des 7 éléments fondamentaux de la survie à mon sens, qui est le lien social. C'est le 7e et peut-être le plus important car il lie tous les précédents. Et le lien social, ce réseautage qu'on a entre nous, il nous permet d'abord d'amener beaucoup de sens à la vie parce qu'on a besoin d'amitié, on a besoin de contact, on a besoin de relations sincères et mutuellement utiles. Déjà avec nos conjoints, avec nos familles, si c'est possible. Pas toujours, hein. Nos familles, parfois, c'est des poisons. Hein. Ça dépend de la famille, mais malheureusement, il y a des déséquilibres. Mais
Mais on peut créer des liens avec d'autres. Alors, vaut mieux qu'ils soient locaux, vaut mieux qu'ils soient proches pour mettre en place des réseaux d'entraide, des réseaux même de clandestinité dans certains cas, hein, parce que on voit très bien à quel point des régimes peuvent devenir, des régimes gouvernementaux peuvent devenir tyranniques. On veut nous surveiller, on veut savoir tout ce qu'on fait, tout ce qu'on. Bref, on a le totalitarisme à grandeur grand V chez nous en Occident, mais en plus avec de la technologie. Et bon, c'est un peu effrayant. Donc, la solution, c'est de faire aussi, d'ailleurs, c'est ce que faisaient les personnes dans le bloc soviétique. Mais en fait, ils créaient des jeux. Ils se mettaient d'accord pour aller faire des pique-niques, pour se rencontrer, pour vivre. Et puis tant pis, ce que disait le parti au pouvoir ou ce qu'il disait le grand leader, ils faisaient semblant d'écouter, ils faisaient semblant de dire oui, mais après ils vivaient leur vie. Alors voilà, on nous a chopés par la consommation. Eux, on leur a pas posé de questions. On leur a fait dire les grands rêves. Oui, oui, vous allez voir, c'est le paradis des prolétaires et tout ça. Nous, on nous dit, vous allez voir, c'est le paradis de la consommation. Ok, 50 ans ou 60 ans de consommation plus tard, t'as plus vraiment le droit de rien dire, de rien faire si ce n'est pas approuvé. Et bientôt, ils vont nous enlever la consommation parce que s'il y a trop de ressources. Bref, ça consomme trop de ressources. Bref, donc, Mm. donc ce réseau, lui, en revanche, il reste. Bah, Parce que l'amitié, il reste, mais il est en train d'être attaqué. On a bien déjà sûr. entendu actuellement, euh, j'allais dire notre Benito, Emmanuel Macron s'offusquer et il utilise évidemment tous les effets pervers, les petits défauts, on va dire plutôt, les petits défauts d'Internet pour rendre l'usage d'Internet extrêmement complexe. Ouais. En fait, on technocratise tout ce tout ce qui a valeur de liberté dans l'univers aujourd'hui, parce que ces gens qui veulent asseoir leur autorité, leur vision du monde, qui est très irresponsable, c'est mon point de vue, hein, sont en train de comprendre, plus ou moins bien, que le peuple aujourd'hui a pris conscience qu'il a le pouvoir et que ce n'est pas ses représentants qui ont le pouvoir. Mais eux ne veulent pas lâcher le pouvoir, c'est ça le problème. Cette petite oligarchie, hein. Et donc là aujourd'hui, effectivement, comme tu l'as dit, le réseau social est important, mais il est attaqué. Voilà, il est attaqué et on n'attaque plus comme dans le monde du communisme où il était interdit de parler, je me permets de le dire comme ça. Mais aujourd'hui, on attaque sur le fond de la pensée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est interdit de penser. C'est un cran dessus, hein, quand même. Voilà comment je vois les choses. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'il va falloir travailler en local. On y arrivait avant Internet, hein, donc on va y arriver encore. Alors il va falloir créer nos propres réseaux, utiliser des systèmes de cryptage. Enfin, bref, ou alors s'en foutre de tout ça et de vivre avec ses voisins à 10 kilomètres autour de nous. Et en Tout à fait. attendant que le système s'effondre, parce que ce système ne peut pas fonctionner. Alors, Tout à fait. dans le meilleur des cas, dans le cas où on a encore des ressources pendant longtemps, eh bien, Oui, il tant n'y a qu'ils ne pas de sont lutte. pas. Pas de Voilà. lutte. Non, mais en tout cas, oui, moi, je On ne est vois pas d'accord. la Il n'y a révolution. pas de lutte. Il n'y a pas de lutte contre le système. Voilà. Il n'y a pas de lutte contre le système. Et je le dis également, donc on est en phase, Pierrot. Il n'y a pas de lutte contre le système parce que, comme tu dis, il faut attendre, enfin, il faut laisser. Le système est déjà en effondrement, en cours d'effondrement, il faut le laisser s'effondrer. Et plus on luttera, en fait, plus on l'empêchera de s'effondrer. Donc, il n'y a aucun intérêt de lutter finalement. Il y a par contre, comme tu le dis, euh, 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 travailler à être le plus autonome possible, c'est-à-dire à vivre le plus possible en indépendance par rapport à ce système, en autonomie par rapport à ce système, oui, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez, vous, nos auditeurs, envie de poser une question à Pierrot, même si c'est une question sur une angoisse, une technique particulière, euh, voilà, ou une réflexion sur ce que nous vivons. C'est vrai que se détourner du système, bah, c'est aussi se détourner du stress, hein, qui nous cause. On- Quelque part, on fait le dos rond, mais on n'est pas là à attendre qu'il nous tape sur le dos, et puis on fait des choses aussi. Voilà. Et puis on utilise aussi Internet, hein. Exemple ce soir, on échange, on réfléchit, on se dit bon, on fait ci, on fait ça, et puis voilà.
Mais En attendant, moi j'ai une question liée à oui, l'actualité, même si on en est détaché, parce que heureusement, je dirais plutôt que Florence, les peut-être gens avec nous. détachés. Comment? Il y a Florence qui a levé la main. Reste Ah, avec nous, Florence, dès que non, Christophe non, a fini. vas-y, on va laisser Florence. Moi je suis pour mes Allez, auditeurs. c'est parti. Bonsoir, Florence. Tu appuies sur ton micro qui doit être bleu et barré pour l'activer. Activé, coucou. Ouais. Bon, Ah, bonjour Florence, bonsoir. oui, On bonsoir. t'entend très bien. Je suis On vous navrée. entend très bien. Pardon. Ok, ok. Je viens de vous rejoindre, donc pardon, j'ai zappé beaucoup de trucs. Ah bon. Non, en fait, juste pour expliquer, moi, je veux bien qu'on soit autonome, mais comment dire, je me sens noyée dans le système en vrai, moi, parce que ben, je travaille pour une grande banque. Je vis juste à côté de Paris. J'ai ma mère à 3 rues, j'ai mes filles dans le secteur. Je me vois pas. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire être autonome en fait. Je voudrais bien, hein. Et Très c'est bien. quoi les pistes? C'est quoi les pistes? Parce que j'ai pas d'idée moi personnellement. Bah, bonsoir Florence. Alors évidemment, l'autonomie, en fait, c'est pas un objectif, c'est une voie, c'est une tendance, c'est quelque chose vers lequel on tend. Tout d'abord parce qu'on peut jamais être autonome sur tout seul, parce que on imagine bien tout ce que l'on utilise et tout ce dont on a besoin dans la vie. Waouh, ça en fait des spécialisations. Et puis, comme vous dites, bah, déjà on a un travail, c'est déjà pas mal. Ça devient de plus en plus, ça va être de plus en plus difficile ces prochaines années. Ah Donc oui, j'ai pas déjà, de prochaine, j'en ai un, hein. J'en sais rien. Pour l'instant, j'en ah ai un. oui, mais pour l'instant c'est déjà bien. Donc c'est Oui, super. oui. Et donc, s'occuper de ses enfants, ça apporte de la joie, du bonheur, bon, du stress aussi, de la fatigue, mais voilà, tout ça c'est la vie. L'autonomie, ça peut vouloir. Il y a plusieurs axes de travail sur lesquels on peut se fixer. D'abord, il y a l'axe psychologique, hein, l'autonomie émotionnelle. Là aussi, c'est un exemple où déjà on doit être bien. Par exemple, on peut être bien tout seul. Donc le premier cercle, c'est soi-même. Est-ce qu'on est bien avec soi-même? Est-ce qu'on a résolu les problèmes psychologiques qu'on a avec déjà son passé, ses enfants, ses traumatismes, son conjoint, ses parents, blablabla. Tout ça, c'est déjà tout un travail qu'on peut faire tout seul ou accompagné d'un thérapeute ou pas. Enfin bref. Ensuite, il y a le cercle des tout proches. Et c'est pas toujours facile hein, de gérer son conjoint, ses parents, ses enfants, ses oncles, voilà. Le cousin survivaliste qui vous parle qui vous fait peur à chaque fois en parlant de la fin du pétrole. Voilà, donc il y a ce cercle-là qu'il faut gérer dans sa vie et dans lequel on peut être autonome au niveau émotionnel, savoir bien gérer, rigoler, passer du bon temps, et puis il y a les amis, et bref. Et petit à petit, on agrandit ce cercle euh, pour être pas trop stressé, pour être bien et pour retomber sur ses pattes, quoi qu'il arrive. Ensuite, il y a évidemment l'approche matérielle. L'approche matérielle, elle est liée à, par exemple, nos besoins. Au début, nos besoins, si on reprend la pyramide de Maslow, nos besoins physiologiques de base. Est-ce qu'on a de quoi se protéger des éléments? Est-ce qu'on a de quoi se nourrir? Est-ce qu'on a de quoi manger? Alors souvent, la réponse dans notre monde moderne, c'est oui. Mais est-ce qu'on est autonome là-dedans? La réponse est non. Parce qu'on est dépendant d'un salaire, on est dépendant d'un voilà d'un loyer qu'on doit payer pour être à l'abri. On est dépendant d'un État qui nous a biberonnés, qui nous donne de l'argent tous les mois sous différentes formes parce que bah, c'était un moyen de nous démontrer, etc., etc., etc. Donc, est-ce qu'on est autonome là-dedans? Bah, là, c'est beaucoup plus difficile, mais on peut faire des petites étapes, des petits pas. S'il doit y avoir l'approche de la crise est un exercice d'abord intellectuel, mais aussi pratique important, parce qu'on peut se dire, OK, j'ai toujours un travail, j'ai toujours des allocations pour les enfants, j'ai toujours l'école, mais qu'est-ce qui se passe si demain, à cause d'une crise, les supermarchés sont fermés, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité? Rien que l'exercice intellectuel. Et là, on se dit, ah, voilà, je suis dans la M parce que j'ai pas de filtre à eau à la maison, j'ai même pas un bidon pour aller chercher de l'eau à la fontaine ou à la rivière. Est-ce que je peux la filtrer? Est-ce que, on se pose ces questions. Puis là, on se dit, ah, mais en fait, et là, je reprends les cercles concentriques. Bah déjà, est-ce que moi, tout seul, et puis éventuellement mes proches autour de moi, est-ce que je suis capable de leur apporter de l'eau propre, potable, en cas de crise? En fait, c'est facile. Il suffit d'avoir un bidon, de repérer une source d'eau
et d'avoir un filtre. Bah, ça coûte 100 balles et on a déjà fait cette petite mini-étape. Et puis là aussi, par cercle concentrique, en augmentant, en se mettant avec les copains, en travaillant avec les gens de sa famille, en disant, ouais, mais qu'est-ce que tu ferais, toi, s'il n'y avait pas d'eau, s'il n'y avait pas d'électricité, etc., etc. Et puis pareil pour la nourriture, pareil pour les soins. Alors, par exemple, les soins, on est tous, vous êtes une maman, vous savez comment soigner vos enfants sans aller chez le toubib à chaque éternuement et à chaque rhume. Enfin, vous avez souvent, vous avez un petit peu de médicaments chez vous, vous avez des sparadraps, enfin, des choses simples. En commençant par des choses simples, vous êtes autonome pour des petits bobos. Est-ce que vous pourriez être autonome sur le temps long pour des petits bobos? Oui, non, c'est une question de stock. Là, vous pouvez avoir un peu plus de stock, de petits médicaments, de petits sparadraps, de petits bandages. Est-ce que vous pourriez faire plus que le bobo? Bah, évidemment, on n'est pas tous médecins ni chirurgiens. S'il y avait un bras cassé et qu'on n'a pas d'accès à l'hôpital pour X raisons, est-ce qu'on est capable de gérer? Alors, est-ce qu'on sait une attelle? Est-ce qu'on sait poser un plâtrage? Oui, non. Ça s'apprend. Ben, une grande partie de ce travail, ben, on l'apprend dans le secourisme, on l'apprend auprès de la Croix-Rouge, on l'apprend lorsqu'on a passé notre permis de conduire avec les cours on les appelle les Samaritains en Suisse, je ne sais pas comment ça s'appelle ailleurs, mais vous voyez, le truc, c'est qu'on peut apprendre des choses qui vont un peu plus que la bobologie, sans être évidemment la neurochirurgie, ça c'est pas possible. Enfin, ou alors là, il faut être dans un réseau avec le neurochirurgien qui a accès à l'hôpital et aux outils et le bloc électrogène. Voilà, ça c'est peut-être au-delà de notre ambition quotidienne. Mais vous voyez, ces cercles concentriques, on peut les appliquer sur le matériel, et y compris en ville. Alors, le problème, et ça j'en parle dans Survivre à la peur, c'est que souvent, on prend le problème trop large. On se dit, s'il y avait, allez, au hasard, une guerre nucléaire demain matin, je suis foutu parce que je ne sais pas comment faire et je ne sais pas comment je ferais pour... Et on commence à gamberger sur toutes sortes de problèmes qui sont tout à fait évidents, hein, qui sont Mais réels. non, Macron il nous a dit de fermer les fenêtres. Voilà. Et c'est vrai que le nuage de radiation, en général, il s'arrête à la frontière. Mais bref, donc tout ça, ça nous fait perdre les pédales. Parce que tout d'un coup, on est dans l'angoisse, dans la peur, et puis on se rend compte que le problème, il est gigantesque, et puis on peut rien faire, on est tout petit, et en fait, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ben, on fait rien, et on est juste à se morfondre dans notre angoisse. Alors que, respirons un bon coup, Il faut et gérer puis par étapes. et on se met sur ces petits cercles concentriques. Chacun décide ce qu'il a envie de travailler en termes d'autonomie. Exact. Et chacun, il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de protocole. Et simplement le fait déjà de se dire en soi, j'apprends à être plus autonome par rapport au système. Et c'est moi-même qui décide en souveraineté de décider de travailler telle chose ou telle chose pour être plus autonome. Et c'est lié à l'envie, c'est lié au cœur. C'est pas à l'autre de décider pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Pas l'un pour décider pour l'autre. C'est chacun qui décide en fait de travailler. C'est comme ça qu'on fait évoluer notre système. Parce qu'après, chacun aura déployé une capacité, on va dire, d'autonomie. Et quand on va être en réseau, bah, chacun va apporter son petit plus à l'autre. Et ça va très bien fonctionner. Faut pas être inquiet sur l'avenir par rapport à ça. Je pense qu'au contraire, il faut être plutôt dans l'espérance. Oui, moi je suis plutôt zen, on va dire. Mais c'est vrai que chaque fois que j'entends dire autonomie, j'arrive même pas à faire pousser une tomate, quoi. Moi, elle crame, je peux pas Vous demandez à votre jardinier à côté, enfin votre voisin jardinier, ou s'il n'y a pas de voisin jardinier, c'est pas grave, vous ferez autre chose. Dans les immeubles à Levallois, non, il n'y a pas trop de Voilà, jardiniers. vous ferez autre chose. Vous Non, travaillerez votre autonomie. mais vous voyez, Voilà. le truc, c'est que ça, c'est une pensée. Bon, alors, j'entends bien, et il y a de l'humour dans ce que vous dites, mais c'est une pensée limitante. C'est-à-dire que, bien sûr que l'urbain, ça, on en parle dans Rue Barbare, hein, dans le bouquin sur la survie en ville, il y a sans arrêt, l'urbain, il se dit, mais je fais comment? Et parce que c'est vrai, jamais dans un appartement, vous aurez la surface pour créer de l'autonomie alimentaire. C'est impossible. En revanche, se dire, c'est impossible, donc je ne fais rien, dans ce cadre précis de le fait de faire pousser des tomates, on serait étonné. D'ailleurs, c'est un exercice super intéressant à faire avec les enfants. C'est rigolo, c'est ludique, etc. Alors, évidemment, ça ne va jamais vous nourrir, mais c'est un processus mental qui est assez sympa. C'est de se dire, je vais acheter un pot. Et puis, déjà, vous avez sans doute des plantes vertes chez vous que vous soignez. A priori, elles ne meurent pas. Donc, vous savez qu'il faut les arroser, de temps en temps rajouter un peu d'engrais, un peu de la terre, etc. Les dépoter, les re-empoter quand elles deviennent trop grandes, et ainsi de suite.
Faites la même chose avec 2-3 courgettes et des tomates et 2-3 légumes de saison, mais petits, dans un pot. Puis c'est rigolo. Puis les enfants, ils mettent. Et puis il y a le truc magique pour les enfants quand ils mettent une graine dans de la terre, puis tout d'un coup, une semaine ou 2 semaines plus tard, ils voient des petites plantes qui poussent, et puis tout d'un coup, ça devient un gros truc, puis ça amène une courge ou une courgette ou ce qui pousse chez vous, ou une petite tomate. Évidemment, vous n'allez jamais vous nourrir de ça, c'est pas possible, il n'y a pas assez. Mais ça vous donne un déclic mental qui vous dit ah, mais finalement, c'est pas si dur. Alors après, il faut 10 ans pour faire un potager qui marche bien et qu'on comprenne, parce qu'une année c'est trop sec. Mais en ville, évidemment que c'est pas possible. Mais ça, c'est le cercle concentrique de vous, votre famille, votre appartement. Après, il y a un autre cercle qui est celui de... il y a une mairie, il y a des associations de quartier, il y a des terrains vagues qui peuvent se transformer alors, c'est très à la mode. Alors, là aussi, ça va jamais nourrir un quartier entier, c'est impossible. Mais ça amène des attitudes et des plis mentaux différents que, au lieu d'être limitants, tout d'un coup, on est dans l'optimisme. On dit, autour des arbres, autour des pelouses, on a réussi à faire pousser des courgettes. Alors, elles vont être ravagées, les chiens vont faire pipi dessus et tout ça. Certes. Mais on le fait en ville ici. Et encore une fois, c'est plutôt un exercice ludique et de tournure d'esprit que de réelle capacité à l'autonomie. Mais vous voyez, là, le cercle concentrique plus éloigné, il vous permet d'avoir des horizons nouveaux. Et puis, n'oublions pas que dans le passé, les gens des villes, ils devaient bien bouffer. Et donc, ils avaient ce qu'on appelait les jardins ouvriers ou ces petits lopins de terre réservés. Alors, malheureusement, beaucoup ont disparu, mais il en existe encore et on peut les demander. Alors, évidemment, en cas de crise grave, ils seraient pillés très vite, mais peu importe, ça vous permet d'apprendre à faire votre potager, même si vous êtes en ville et de manière modeste. Et puis, qui sait, un jour, vous ne serez plus en ville. Peut-être un jour, vous déménagez à la campagne. Puis vous savez déjà l'expérience de 10 ans de jardin sur votre balcon, tout rikiki, mais c'est mieux que rien. Vous voyez ce que je veux dire? L'attitude, comment elle peut changer. Moi, je cultive les tomates cerises en pot et c'est super sympa. Ça marche assez bien. Donc, oui, il faut commencer par quelque chose. Je dirais que quand on se dit, oh bah non, comment je vais faire? On fait un petit truc et puis en fait, ça donne envie. Et c'est une énergie, c'est une synergie qui se met en place et ça fait du bien, je dirais pas qu'aux enfants parce que moi-même, quand je rentre du potager, je suis assez fière. Voilà. Mais ça fait du bien. Une autre question? Quelqu'un d'autre? Il y avait quelqu'un là qui voulait poser une question et je ne le vois plus. C'est Non, il dommage. est monté et puis il est redescendu. Ce sont les consommateurs rapides. Ah oui, dommage. Dommage. On va peut-être. Sinon, moi, j'ai une question, sinon, en attendant. Hein. Si Christophe, personne pose ta question. n'ose. Vas-y. Ah, attends, il faut que je la retrouve. Je l'ai ta question. En fait, Pierrot, c'est vrai que on a tous peur de ce qui va se passer en 2026. Est-ce que toi, tu as une intuition sur 2026 ou pas? Bon, alors en 3 jours, on a déjà eu un pays qui s'est fait bombarder. C'est mon. Alors, oui, l'intuition, c'est quelque chose qu'il faut écouter, mais il faut aussi la questionner parce qu'on a tous des biais cognitifs et notamment dans l'angoisse, on a tendance à imaginer que ce qu'on craint va arriver. Ça fait partie du deal, de l'angoisse. Et donc, c'est vrai que là où, comme je fais remarquer à mes amis ces derniers jours, ça fait quand même 15 ans que je dis, enfin surtout les 5 dernières années, où je dis, attention, l'année prochaine va être vraiment dure. Et je me souviens qu'en 2019, je disais, putain, ça va être la crise financière. S'ils font pas quelque chose de bizarre, on va se manger un effondrement comme en 2008, mais 10 fois plus grand ou 100 fois plus grand. Bon, on a eu le Covid, hasard, coïncidence. Et puis depuis, je me souviens que je disais, attention, en 2022, je me disais, mon intuition me dit qu'on va vers la famine. Ils nous organisent une famine organisée. Alors, c'est pas arrivé, puisqu'on est là. Mais bon, peut-être que celui qui a de l'intuition, il est un peu trop hâtif, ou plutôt, j'ai l'impression que je suis un peu optimiste dans mon pessimisme. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les trucs que je vois venir, je les temporise pas assez.
Je suis trop enthousiaste. Et donc, donc la famine, là, on le voit que quand même depuis 2 ou 3 ans, il y a un truc qui se prépare, quoi. Sous des prétextes bizarres, on détruit l'agriculture. Bon, à suivre. Ce que je sens cette année, donc encore une fois, si ça se trouve, ça arrive dans 2 ans, c'est que d'un côté, on a les États-Unis qui sont en train de faire un changement complet de leur stratégie impériale qui est là depuis 1945. Clairement, là, cette attaque sur le Venezuela, j'ai pas encore les détails, hein, je sais pas, parce qu'aujourd'hui, il faut se méfier des Oui, news, oui. Non, mais des images. On montre le on demande président pas vénézuélien en ce niveau menottes. de détail là. Voilà. Donc On n'en est pas là. On n'en est pas là. Moi, je sens qu'on va avoir une grosse catastrophe, plutôt en début d'année, et je pense que c'est une grosse catastrophe financière économique. Je pense qu'on va avoir une crise économique importante en début d'année. Voilà, c'est mon intuition. Après, pour le reste de l'année, les changements, parce que beaucoup de changements physiques, en fait, ils ont besoin d'un changement psychologique avant. Et je sens qu'il y a un changement psychologique, c'est-à-dire que l'Occident, le monde occidental, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe de l'Ouest, l'Australie, quoi, en gros, ils sont en train de comprendre que c'est des has-been, si je puis dire ça comme ça. Et donc, là, il y a un côté où il y a... Parce que même, par exemple, des attitudes un peu paternalistes, comme on l'a encore, quand tu comprends que c'est plus vrai, tu changes, hein, tu changes complètement. Alors, est-ce que ça veut dire est-ce qu'on va changer pour être plus humble et bosser, ou est-ce qu'on va changer dans la jalousie, dans la hargne, et justement, euh, avec de la manipulation, aller dans la guerre ou dans le soutien de la guerre? Clairement, aujourd'hui, il y a une faction importante de nos dirigeants qui veulent la guerre. Ils veulent la guerre à tout prix. Parce que c'est la seule voie d'issue pour qu'ils restent au pouvoir, et que cela change, et que cela permette au système, en tout cas croit-il, de continuer. Moi, j'y crois pas une seconde, hein. Je crois que ça va accélérer la chute. Mais Oui. Parce mais que eux en peuvent fait, faire la l'inverse. différence. En fait, ma question c'était comment voyez-vous 2026 au niveau de la France puis dans le monde? Êtes-vous optimiste? Mais bon, c'est juste pour être clair dans ma question. Mais là, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Pierrot. Mais aujourd'hui, il y a effectivement un vent d'optimisme pour moi. C'est de s'apercevoir que aujourd'hui, on a beau avoir effectivement des élites, si je peux me permettre l'expression, une oligarchie des élites Ouais, ouais. qui veulent la guerre. Mais aujourd'hui, j'ai le ressenti, j'ai l'intuition que le peuple n'écoute plus ces personnes-là. D'ailleurs, je crois que Macron a fait un bid monumental au niveau médiatique sur ses vœux du 20h. Il a fait le pire score qu'il a jamais eu depuis qu'il est président. Je savais même pas qu'il y avait des vœux de... Et il y avait Pas des bon, vœux, je suis il y a pas en des vœux de France, 20 heures une forcément. fois il y a des vœux de 20 heures sur toutes les chaînes du président. Il parle pendant 10 à 15 minutes, ça dépend hein, si c'est Macron ou un autre, mais lui il parle beaucoup. Autant il avait fait un score mémorable en 2020 à cause du Covid, autant depuis il se prend échec sur échec au niveau médiatique. Et, et le 31 décembre 2025, il a fait le Ouais, pire des scores qu'il a jamais fait. Ça, c'est un ouais. point important. Ça montre. Qu'est-ce que je veux dire Oui, par là? Ce que je veux dire, c'est en résonance avec ce que tu as dit, c'est qu'aujourd'hui, l'autorité n'a plus le pouvoir qu'il avait avant. C'est-à-dire, quand un dictateur, si je peux me permettre l'expression, décide de dire c'est comme ça et ces gens sont des méchants, il faut les enfermer, ou si c'est comme ça, enfin, comment dire, qu'il impose sa vérité aux autres, n'est possible que s'il a des gens obéissants. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est ce que je suis en train de comprendre. Parce que s'il y a personne qui a envie d'écouter cette personne, bah, si cette personne n'a plus le pouvoir qu'il avait avant, bah, il ne pourra rien exercer en termes de pouvoir. Et donc, il ne pourra pas imposer son diktat. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'avant, la peur, la fameuse peur dont on parle, servait justement à obtenir l'obéissance. On parlait des enfants, hein, on gère les enfants par la peur. Hein. Donc, ça permettait d'obtenir l'obéissance. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est dans un monde où le peuple est beaucoup plus mature et désobéit. C'est-à-dire qu'il
il a pris conscience à un certain niveau spirituel, je dirais, que aujourd'hui, c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose à la télé qu'il a forcément raison. Je pense que ça, c'est un point important. Ouais. Vous avez quel âge, par curiosité? Là, je suis un vieux, moi. J'ai Ah, alors 56 ça ans. va. Ah, donc t'es ma génération alors. Oui, 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 tout à fait. Ah, ça va, ça va. Non, parce que je sais bien, alors que quelqu'un de notre génération, parce que malheureusement, quand on regarde les stats des élections, alors si elles sont vraies, parce que ça aussi, je pose la question, ce que vous venez de dire est totalement vrai. Je sais pas pourquoi tout d'un coup je vous vois. Non, non, Ce que tu viens de dire, c'est totalement, euh, c'est euh, c'est totalement vrai pour les jeunes. Les moins jeunes, bah, c'est normal, on était habitués, et encore pire les boomers, nos parents, à ce que l'État, bah, en tout cas c'est comme ça qu'on nous a éduqués, alors en fait c'est pas vrai, c'était faux, mais que l'État était là pour nous aider. Oui. Et puis qu'il faut lui faire confiance et qu'il faut lui obéir. On vient d'un monde d'obéissance, et ça dure depuis 10 000 ans, d'obéissance où les puissants et la religion ensemble ils s'étaient mis d'accord pour peut-être pas nous exploiter à tous les coups, mais en tout cas vivre sur notre dos, ça c'est certain, mais surtout obtenir de l'obéissance. Qu'ils aient utilisé cette obéissance pour leurs intérêts, c'est une évidence. Qu'ils utilisent cette obéissance pour faire le bien de la société en général, ça dépend. Mais aujourd'hui, c'est évidemment non. Aujourd'hui, c'est clairement plus le cas. Ils sont en guerre contre nous. Ils sont en Ouais. guerre contre la population, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, moi, par exemple, j'ai plutôt l'impression, mais c'est provoquant ce que je dis là, qu'ils sont un petit peu en guerre contre les Blancs. Mais en fait, c'est maintenant. Mais en guerre avec les autres. Les Ils blancs, utilisaient les Blancs les pour blancs taper sur les chrétiens, non-Blancs. les blancs, Et oui, et particulièrement les Blancs. les blancs chrétiens, Voilà. catholiques, Oui, oui, patriotes alors particulièrement. et d'extrême droite, visiblement. Bah, moi, je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression qu'on Pro m'aime RN, bien, pro RN. mais je suis ni d'extrême droite ni pro-RM. Moi, je suis Non, un non, mais anarchiste, c'est, personnellement. Mais non, mais là, je donne la caricature de ce qu'on nous dit à la télévision. Voilà, c'est pas du tout vrai ce que je suis en train de dire. C'est la caricature qu'on, qu'on laisse passer. C'est-à-dire quelqu'un qui est pro-russe, par exemple, c'est un dangereux extrémiste. Hein. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont notifiées et qui sont le système médiatique, il est là pour imposer un narratif, alors qu'avant, ça devait être consensuel. Mais aujourd'hui, non. Et c'est pour ça qu'on éteint la télévision. C'est pour ça que les jeunes ne s'intéressent pas à la télévision. C'est pour ça qu'ils sont sur Internet. Alors qu'aujourd'hui, comme tu dis, c'est une question générationnelle. On est tout à fait d'accord. Des gens, des amis à moi, j'ai beaucoup plus de mal à les emmener dans mon univers que des jeunes. Les ouais. jeunes, il n'y a aucun problème. On est bien d'accord. C'est-à-dire des vieux qui m'apprécient. Si je leur dis, moi, je suis sur Telegram, ils me disent, oh là là, les réseaux sociaux, oh là là. J'ai l'impression de dire un gros mot. Ouais. C'est un gros problème. Mais pourquoi? Parce qu'ils écoutent la télévision et la télévision leur dit, oh là là, non, non, c'est un chaos total, c'est dangereux, c'est interdit aux moins de 15 ans, hein, Oui, oui, en plus, c'est etc., l'hôpital etc. qui se fout de la charité parce Tout à que fait, tout à fait. la censure des réseaux sociaux et l'identification individuelle, elle est basée sur la pédophilie. Alors, bon. Voilà. Euh, Et donc mes amis, entre guillemets, historiques, les trois quarts disent, oh là, non, 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 moi, ça ne m'intéresse pas ta chaîne si c'est sur les réseaux sociaux. ouais. On m'a dit que c'était pas bien, donc je ressens que ça va pas. Ça me met mal à Non, l'aise et tout, etc. il n'y a pas que ça, en fait. Je pense que la technologie en général, nous, notre génération, on est dans les années 70-80, on est né avec. On est né avec le Minitel, ensuite Internet. Et il y a eu une perte de la génération d'avant de ce pouvoir d'aller sur la technologie, de la comprendre et de la maîtriser. D'où ils jouent sur ces peurs-là. Mais moi, quand j'ai été dans les manifs anti-pass, j'étais la plus jeune. Hein. J'ai 40 balais. Hein. Donc, il y a quand même chez la génération qui nous précède Oui, une oui, certaine conscience quand même des choses. Et ça fait du bien de voir des gens plus âgés se bouger les fesses et aussi les je jeunes à pense que ouais, comment. c'est une bonne Voilà. remarque. Donc, C'est une bonne remarque. c'est pas, on n'est pas cloîtrés chacun dans notre case. Non, C'est heureusement. la technologie qui est intervenue et
le fait que chacun réagisse à sa façon, donc ceux qui vont pas sur la technologie, ceux qui l'utilisent, et ceux qui l'utilisent encore mieux que nous. Parce que les jeunes maintenant, euh, ils se voient entre eux, ils font des trucs entre eux, et il y a plein de permaculture, de fermes, plein de projets qui se mettent en place. Et je pense que quand on parle d'autonomie, il faut pas en avoir peur, faut aller voir. Mm. Il y a les magasins de producteurs, il y a plein de trucs qui se passent. Et ouais, en ville, c'est peut-être un peu difficile de le voir, parce qu'on est dans le béton, dans le gris, machin. Mais sortez de chez vous, faites 20 kilomètres et vous allez voir qu'il y a plein de trucs. Mais il Ah faut oui, oui, tout chercher. à fait. Mais ma nièce, par exemple, elle est à fond là-dedans, hein, s'intéresse au Carter et toutes ces choses-là. Donc, je le vois. Ce sont des personnes qui sont autonomes, mais Faut ils n'ont pas se pas sentir. construit leur autonomie par une carrière. Non, Justement, eux, ils sont pas du tout construits comme nous, où dès que, si on sort du système un peu, entre guillemets, carriériste, c'est pas le bon terme, hein, vous avez compris. Eh ben, après, c'est plus possible de rebondir. Au contraire, là, c'est l'opposé. C'est-à-dire qu'un jeune, il se fout royalement de sa carrière. C'est pas le sujet. C'est plutôt, il va créer son réseau de relations, et c'est son réseau de relations qui va lui permettre de grandir spirituellement, hein, pas que grandir matériellement. Voilà, et d'ensuite d'aller vers d'autres métiers, mais ça sera pas forcément euh, disons, le diplôme scolaire l'académique. qui va académique, voilà, qui va leur permettre de créer leur carrière. Et Non, ça, c'est le c'est une grande force, je trouve. Pierrot, Effectivement, d'ailleurs, ça, c'est la Pierrot, nouvelle génération. Et cette nouvelle génération n'est pas aussi bloquée justement par rapport ouais. à ça. On est bien d'accord. Et C'est les... Pierrot, Oui, pour conclure, tu as fait dans ton livre tome 1 La peur et je voulais conclure par ça parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant de comprendre ce schéma. Tu as fait un schéma page, alors de mémoire 23 ok. sur voilà il y a un schéma en fait où tu expliques comment une civilisation, enfin un système culturel, tu parles de système culturel face à un effondrement va Ah oui. rebondir ou pas. Tu vois ça? Et ça, j'aimerais bien, pour finir, que tu l'expliques parce que je pense que c'est pas une source de peur, mais plutôt une source d'espoir dans le sens où, ben, finalement, comme tu le dis, Ouais, toi, tu fais tes trucs, nous, on fait les nôtres et on va tous se rejoindre à un moment donné. Parce ouais. que face à l'adversité, ben, un peu comme il s'était passé sur les îles, c'était Saint-Barthélemy, je pense, où tu vois le truc naturel qui s'est passé, une énorme tornade. Il y a eu des pillages en premier lieu et ensuite les habitants se sont tous réunis, ont défendu les lieux, se sont entraidés. Et je pense qu'en fait, comme tu expliquais l'empathie, Ouais, ça nous aide aussi à créer des liens très très forts pendant une très grosse crise. ouais. Alors, deux choses. Alors, effectivement, page 22, bonne mémoire, effectivement. J'ai un diagramme que j'ai repris du premier bouquin qui explique comment fonctionne une société. C'est-à-dire que n'importe quelle société, quel que soit son modèle politique, social, etc., peu importe, il y a un facteur d'instabilité inhérent dans l'être humain, c'est nos envies, nos désirs, l'exploitation au maximum des ressources qui existent, ou alors la sous-exploitation des ressources si on est trop... Bref, à un moment, il y a des perturbations dans ce système. Si on sous-exploite nos ressources, bah, le voisin qui, lui, les surexploite, il va vouloir nous conquérir pour les prendre. Si on fait l'inverse, bah, c'est nous qui deviendrons conquérants. Bref, au bout d'un moment, il y a des stress, des perturbateurs qui se mettent en place. Ça peut être un système politique qui, au début, marche super bien parce que les gens, ils sont bienveillants. Puis ensuite, alors, exemple, c'est une monarchie. Les trois premiers rois, ils sont vachement bien. Puis ensuite, les enfants, c'est des débiles. Ils ont mal été éduqués. Et puis, ils ont plus le sens. Ils veulent s'amuser. Bref, le pays va en ruine, etc. Peu importe, on peut imaginer 15 millions de raisons pour lesquelles un système se perturbe. Généralement, cette perturbation, elle amène à des dysfonctionnements de plus en plus forts, de plus en plus fréquents. Voilà, alors ça peut être des crises financières de plus en plus fréquentes, des perturbations sociales, des inégalités trop injustes et trop flagrantes qui se mettent en place. L'être humain, il déteste ce genre de choses, et ça crée des crises. Ces crises, généralement, on les résout de deux manières. Soit on monte à un niveau de sophistication de la société plus élevé, soit on simplifie la société, on baisse son niveau de simplification
on baisse son niveau de productivité pour retrouver quelque chose de plus simple. On a tous ces exemples dans l'histoire. Hein. Par exemple, voilà, on a l'Empire romain qui est un système qui arrive en crise, donc qui couvre toute l'Europe. Je pourrais reprendre certains empires chinois, hein, comme les cultures, je crois que c'est Tang ou autres, qui à un moment sont en crise. Voilà, le coût devient trop élevé de maintenir l'infrastructure, la défense, le système social. Il y a de plus en plus de corruption parce que voilà. Bref, le système entre en crise. Comment on résout le problème de la crise de l'Empire romain? Alors, il n'y a pas quelqu'un qui décide, hein, c'est une chose qui se fait comme ça arrive. Eh bien, on réduit la complexité, c'est-à-dire au lieu d'un empire, on va morceler tout ça en plusieurs empires d'abord, puis ensuite en tout petites régions et toutes petites duchés, baronnies. Et c'est pas un processus qui se fait en 2 semaines, hein, parce que l'Empire romain, il se découpe en deux, enfin en trois, puis ensuite en deux, puis ensuite il y a l'Empire des Francs, les Visigoths, les Gaules, et puis ensuite il y a le royaume de Bretagne, et puis il y a les Bourguignons et le comté d'Aquitaine, et ils se tapent entre eux, et ça prend 1000 ans pour que de la fin de l'Empire romain au début à la fin de la Renaissance, ces nations se reconstituent. Enfin, des nouvelles nations se reconstituent. Donc, on est passé par un moment de crise où on a simplifié la société. On est passé de 140 millions d'habitants dans l'Empire romain à 30 millions. Hein. C'est donc, la conséquence, c'est qu'à un moment, il y a eu moins de gens parce que la société était plus simple. On n'avait plus des flottes qui allaient chercher le grain au moment de la récolte en Égypte et en Tunisie, puis on l'amenait dans l'Empire. Non, il fallait manger localement. Et donc, on ne pouvait plus avoir des très grandes villes. On pouvait plus. Donc, cette simplification, elle a eu lieu à la fin de l'Empire romain. D'ailleurs, on l'appelle l'effondrement de l'Empire romain. D'autres exemples de simplification, on les a vus. Hein. La crise en Yougoslavie dans les années 90 fait que le pays s'est simplifié en se coupant en petits bouts, en plusieurs pays, en créant la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, etc., etc. Il y a toujours plein d'explications historiques, mais finalement, est-ce qu'on simplifie ou est-ce qu'on complexifie? Plus on se met ensemble, plus on doit complexifier les manières de travailler, les flux d'approvisionnement, les systèmes pour que les transactions aient lieu. Aujourd'hui, vous imaginez bien qu'on est dans un système ultra perfectionné avec des transactions sur Internet, des productions de nourriture qui sont basées sur des centaines d'hectares traités à la moissonneuse-batteuse, gérée par satellite et par un gestionnaire qui a déjà vendu la récolte sur les marchés 3 mois avant qu'elle arrive, avec des stock options, avec des options sur des futurs prix. Enfin, la complexité, elle est gigantesque. Le flux de transport de ces biens et de cette nourriture jusqu'à notre supermarché, il est rodé et il fonctionne au sac de sucre près pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de stock dans tous les sens. Enfin, on est dans un système dont la perfection est incroyable et ultime, et et il est global. Donc je veux dire, aujourd'hui, le fameux papillon, hein, qui bat des ailes, on a un virus dans des abattoirs, enfin dans des batteries à poulets gigantesques au Brésil qui font qu'on n'aura pas notre poulet dans le supermarché dans 2 semaines. On a vu à quel point on a frôlé l'explosion de ce système extrêmement bien rodé au confinement du Covid. Ils ont joué que feu, hein, les mecs. Je ne suis pas sûr qu'ils aient compris ce qui se passait, enfin, qu'ils aient compris ce qu'ils faisaient quand ils ont fait des confinements et qu'ils ont arrêté les usines et que la consommation elle a baissé. On n'en est toujours pas ressorti, hein, au niveau des prix du pétrole et tout ça. Bref, donc les prochaines années, on peut voir une complexification de ce système en disant, très bien, la gestion d'un système monstrueusement complexe qui est en crise. Aujourd'hui, on le voit que il y a des guerres dans tous les sens. Je rappelle que le Venezuela, il n'est pas connu pour sa production de tabac. Hein. Il est connu pour son pétrole, comme par hasard. C'est pas pour rien que les États-Unis y interviennent. Bref, la gestion hyper complexe des ressources, des flux de biens et de services à travers le monde, pour qu'elle se complexifie encore plus, il faudrait la donner à gérer à des IA qui, elles, sont beaucoup plus rationnelles, capables de calculs beaucoup plus rapides. Programmées, elles pourraient travailler mieux que les humains.
pour gérer une société beaucoup plus complexe. Alors, est-ce que c'est vers ça qu'on va pour résoudre notre crise? Est-ce qu'on va aller pour encore plus d'intégration, de complexité, de sophistication? C'est une possibilité. Je ne l'avais pas vu venir, le coup de l'IA, il y a 15 ans, mais on est proche de ça. Mais est-ce que ça va se faire? Ou alors, on peut très bien, en suivant ce diagramme, faire comme la fin de l'Empire romain, en tout cas pour l'Occident, se simplifier. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est trop compliqué. Peut-être que les États-Unis se découpent en 10 petits pays, en 10 régions, en 3 régions. Est-ce que l'Europe, finalement, cette intégration de toutes les nations européennes dans ce machin qui est un immense truc de corrompu et de copinage et qui fait n'importe quoi, bon, c'est dommage, hein. Moi, j'y ai cru à un moment, le marché commun, voilà, on est un petit continent, en se mettant ensemble, on a plus de poids, on peut. Ouais, bah, ça a planté. Donc, est-ce qu'on va se découper? On revient à la nation. La nation, on sait faire. Je dis pas qu'on est au royaume de Bretagne et au duché de Toscane, mais en tout cas, l'Union européenne, on n'y arrive pas. C'est une évidence que ça plante. Et peut-être qu'on aura l'émirat de Roubaix et le califat de Birmingham, je ne sais pas. Mais simplement en découpant, en simplifiant, c'est une solution. Alors, c'est une solution qui amène des problèmes. C'est une solution qui dit que ben, on a moins d'intégration globalisée. Donc, ça veut dire que déjà, dans le meilleur des cas, on oublie la mangue. J'ai mangé une mangue ce matin avec les gamins. Enfin, on a mangé des mangues. Ben, c'est fini les mangues qui arrivent dans le duché de Toscane. C'est fini le poulet du Brésil ou le mouton de Nouvelle-Zélande dans l'émirat de Birmingham. C'est pour l'Aïd, c'est pas possible. Et puis, 60 ou 70 millions d'habitants en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, dans un pays qui produit de la bouffe à peine pour 10, c'est pas possible. Donc, bah, soit les gens y partent, soit ils meurent. Puis voilà, donc après, Après, ça fait c'est peur aux aussi gens quand on dit ça. Voilà. oui, je suis d'accord, mais après, c'est une réalité aussi du terrain. On est fait pour vivre là où on est, donc dans une réalité physique, Ouais. biologique, hein, c'est ce que tu expliquais, et qu'à un moment donné, les grandes idées de globalisme, bah, c'est pas très écologique hein, entre nous. Alors déjà, Ouais, ouais, déjà, c'est pas déjà ça. écologique. Et déjà, Donc en fait, d'abord, ensuite, on nous a pas demandé notre avis. Hein, c'est aussi, ça et aussi. puis, ils nous incitent à ne plus produire. Donc nous, ce qu'on veut dans l'autonomie, c'est produire nous-mêmes ou inciter euh, autour de nous à produire et donc à être aussi acteur de cette production en étant consommateur, bon consommateur cette fois-ci, pas de trucs qui viennent de je sais pas d'où. Et voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'on se renferme non plus sur nous-mêmes, Bien puisque sûr. au contraire, on incite les gens à sortir de chez eux, des réseaux, à faire, à rencontrer. Et Exactement. moi, il y a beaucoup de... Je travaille dans le domaine des anciens qui sont tout à fait d'accord avec ça parce que ça, c'est un Ouais. retour facile. Donc, on se re-ancre, on se digitalise moins, on utilise le digital et ça fait du bien en fait. On retourne à l'humain, les vrais besoins de l'humain et pas les besoins idéologiques ou voilà. Je pense Amen. que, je pense que tu es assez d'accord avec ça. Est-ce que tu veux dire un dernier mot avant qu'on se quitte? Non, je suis totalement d'accord avec ça. Après, voilà, il faut conclure. Donc, sinon, je parlerai pendant des heures. Moi, je suis un bavard. Et effectivement, ça me plaît. Et donc, j'encourage tous ceux qui nous écoutent de faire un petit effort, un petit travail sur soi-même ou sur juste leur famille pour essayer d'avoir un tout petit peu plus d'autonomie. C'est un petit pas qui peut ensuite amener à beaucoup, encore une fois, petit à petit, qui amène surtout, et ça, c'est ça, je vais conclure là-dessus, qui amène beaucoup de joie, l'émerveillement dans le regard des gamins quand ils voient la petite plante qui pousse, euh, le, le fait de la relation d'amitié saine et qui fait qu'on peut retomber dessus quand au boulot notre petit chef il nous fait chier, il nous pourrit la vie, il nous harcèle ou nous fait du mobbing. Savoir qu'on a des amis sur lesquels on peut compter, des conjoints qu'on aime sincèrement et qui nous aiment sincèrement, ben, c'est jamais facile, mais enfin, c'est génial quand on a ces petits bonheurs. Les petites choses, c'est important. Ben, tout simplement la vie réelle, quoi. Enfin, la C'est ça. base. C'est ça. Donc, la base d'autonomie durable, c'est soi, c'est la relation avec les autres, oui, c'est bah, apprendre à gérer son autonomie. Des petits pas, tout simple, ça se fait pas facilement, mais un pas après l'autre, on y arrive. Bah écoute, moi Pierrot, personnellement, je tiens à beaucoup te remercier d'avoir accepté cette invitation. J'invite évidemment les auditeurs et ceux qui vont
bien sûr, écouter ce live en différé, de se procurer tes livres selon les thématiques qui t'intéressent. Tu en as beaucoup, historiques, avec ton grand-père. Tu as aussi bah voilà, l'effondrement économique. Tu as aussi la gestion des émotions, mieux se connaître soi-même et comment on fait pour trouver des petites solutions à soi, parce que toutes les solutions ne sont pas forcément adaptées à tout le monde, chacun son niveau d'éveil. Et ça a été vraiment un grand plaisir de t'avoir sur la chaîne. J'espère qu'on pourrait faire une prochaine émission sur survivre à l'effondrement économique. Je pense que ça va être très d'actualité pour l'Europe. Et bah, je te laisse le dernier mot de la fin. Si Christophe veut dire quelque chose avant. Oui, bah, je remercie Pierrot pour sa grande participation et j'ai beaucoup apprécié cet échange et j'espère que ça en amènera d'autres. Voilà, merci beaucoup. Avec plaisir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Nous terminons et nous fermons maintenant l'audio. Merci à tous. Au revoir.